Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour ce 3e épisode des discussions Art Fabrique qui réunit aujourd'hui nos pros et profs d'impro, à savoir Émilie Perraudot, Jeff Vital, Laura Turcati et David Messelet. Bonjour à vous. Salut. Bonjour. Bonjour Alex. Alors cette fois-ci nous allons nous intéresser à un sujet qui, je ne m'en cacherai pas, m'est particulièrement cher et qui à bien des niveaux me fascine. Un sujet que l'on retrouve tout au long de notre pratique de comédien et qui peut, au premier abord, sembler venir se mettre en travers de l'expérience de l'interprétation. Nous allons donc aujourd'hui parler de la technique. Commençons tout d'abord cette discussion avec la définition de ce terme trouvé dans le dictionnaire Larousse. La technique, ensemble de procédés et de moyens pratiques propres à une activité, savoir-faire, habileté de quelqu'un dans la pratique d'une activité, manière de faire pour obtenir un résultat. Alors, quand on pense au jeu d'acteur, et ici plus spécifiquement à l'improvisation, quelle place doit prendre la technique dans la pratique ? Je vous écoute. Donc moi j'aime bien la définition que tu... Oh non, même l'introduction que tu donnes sur la technique qui peut, de prime abord, être un peu en travers de l'interprétation. Et c'est vrai que j'ai l'impression que c'est la technique avec ce qu'on a discuté la fois dernière, c'est-à-dire le lâcher-prise. Parfois, ils peuvent être un petit peu à deux extrêmes en fait sur le scope là, du jeu. Et je trouve qu'en fait, en fonction de ce sur quoi on se focalise, des fois, on a du mal à avoir le meilleur de chaque extrême. Parfois, on focalise un petit peu trop sur la technique. On peut avoir du jeu qui manque un petit peu justement de lâcher prise, de spontanéité, de connexion avec ce qui se passe. Et au contraire, parfois, on se dit je suis super connecté, je suis super dans le moment. Sauf que ça manque de technique. Et du coup, le résultat, il n'est pas forcément non plus au top. Oui, avant de rentrer dans le détail de la discussion, moi, c'est le premier constat qui me vient, c'est que c'est effectivement deux choses qui, de prime abord, qui peuvent être un petit peu opposées. Et que, en tant que comédien et improvisateur, c'est un travail assez long, assez fastidieux pour pouvoir trouver le bon équilibre entre les deux. Quand je dis les deux, c'est technique et la partie plus lâcher prise, spontanéité, connexion avec le moment présent. Mais je dirais que les deux ont une importance vraiment équivalente pour le jeu. Oui, je veux bien. Est-ce que tu peux juste reformuler, parce que tu as dit la question, est-ce que tu peux juste reformuler la question de départ, s'il te plaît ? Ça m'aidera juste à repartir. Oui, bien sûr. La question de départ, c'était, selon vous, dans le jeu d'acteur et plus spécifiquement ici l'improvisation, quelle place doit prendre la technique dans la pratique ? Yes, super intéressant. Je pense, personnellement, que ce qui est très intéressant en impro, c'est justement le montant que va avoir un improvisateur de technique en lui, c'est-à-dire pour moi, ce que j'appelle de bagage aussi. C'est-à-dire ce que j'ai voulu comprendre, apprendre, écouter, faire hors de mon impro, c'est-à-dire hors de mon moment présent. Parce que on en a parlé de l'écoute et du lâcher prise, qui est vraiment très important à ancrer dans le présent. Ok, on est là, on joue cette scène. Mais maintenant, comment est-ce qu'on va la jouer et de quelle manière on va le faire ? Pour moi, ça va être l'ensemble de ça va être la technique, c'est-à-dire qu'est-ce que tu as regardé, qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que toi tu as travaillé, qu'est-ce que tu as essayé de comprendre. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'aime beaucoup regarder les impros, on donne tous des cours, j'aime beaucoup analyser les impros, et ça, vraiment, c'est quelque chose qui est pour moi différent, qui complète mon bagage, qui des fois ne me permet pas forcément de faire des bonnes scènes, qui des fois d'ailleurs m'empêche de faire des bonnes scènes, je pense, parce que ça me fait rentrer beaucoup dans ma tête, cette espèce d'analyse constante. Mais très bizarrement, des fois, quand c'est bien utilisé, et quand c'est, comme l'a dit David, combiné, et comme tu l'as articulé au début, quand c'est combiné avec donc cette interprétation et ce lâcher prise, d'un coup, ça marche. Donc oui, la place de la technique, pour moi, pour répondre plus brièvement, c'est tout ce qui n'est pas combiné à ce moment de scène et tout ce qui arrive avant. Très bien. Émilie, tu voulais enchaîner, je crois ? Oui, pour moi, ça serait aussi la dimension théâtrale. En fait, il ne faut pas oublier qu'on fait de l'improvisation théâtrale et du coup, pour moi, enfin en tout cas personnellement, ma technique, elle vient aussi de mon expérience au théâtre, comment je gère mon corps, comment je gère ma voix, etc. Et j'ai remarqué dernièrement, en donnant des ateliers virtuels, plus basés sur la théorie à la manière d'auteur ou
de genre cinématographique, etc., que la structure technique d'une œuvre que nous, on va transposer après en impro, fait aussi partie de cette dimension plus technique. Par exemple, le théâtre de l'absurde, parce que c'est un des derniers que j'ai fait, qui est hyper structuré, et du coup, c'est cette technique de théâtre qui va nous permettre d'être libres en impro, et du coup, d'avoir un cadre, en fait. On parlait déjà un peu du cadre la semaine dernière. Enfin, la semaine dernière, hein, on va pas se mentir, on va dire aux gens, on se voit toutes les semaines. Hein. Ah si, je te jure. Et on parlait de cette structure que le match apporte, etc. Et donc, il y a une technique. Et pour moi, chaque genre, chaque chose qu'on va improviser, c'est un cadre qu'on met. Et pour moi, c'est plutôt là que j'irai chercher l'aspect technique. Même si ce que disent les garçons sont très justes. Hein. Les garçons en général ou nous? Non, vous deux. Non, vous deux, seulement vous deux. Oui, Laura, je crois que tu voulais réagir. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit. Je pense que ça se pratique, tout ce qui est technique se pratique effectivement dans un temps qui est peut-être celui de l'échauffement. Ce sont des moments qu'on prend exprès pour s'échauffer la voix, échauffer le corps, être disponible sur un plateau. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où on joue des scènes improvisées, la technique reste, elle ne disparaît pas, simplement elle est intégrée et elle fait partie de ce qu'on appelle the muscle memory. On l'a tellement pratiquée qu'elle est ancrée. Et c'est ce qui nous permet de jouer sans faire attention à est-ce que je suis bien face public, est-ce que la personne du dernier rang m'entend. Toutes ces choses-là, on n'est plus censé y penser à partir du moment où on joue. On peut adapter si on sent qu'admettons, on va dans une émotion peut-être plus intérieure, donc peut-être le volume de voix descend, on peut se rendre compte peut-être là je suis trop bas. Bon, mais a priori, ça se fait tout seul. Et donc c'est un travail qui est important, je dirais, mais dans un temps qui est exprès pour. À ce sujet, j'ai une petite anecdote. J'ai fait beaucoup de théâtre en entreprise à Paris. Et du coup, ça veut dire qu'on amène du théâtre dans des milieux où il n'y en a pas du tout. Et on va parler de sujets qui les touchent eux à travers le théâtre ou l'improvisation. Et des fois même, c'est eux qui jouent et qui proposent des scénettes, des petites choses pour parler de sujets qui les touchent. Je me suis retrouvée un peu à les mettre en scène, à parler d'un sujet, à les mettre en scène. Et c'est drôle parce que je me suis retrouvée ils jouaient de dos. Et vient le temps de la répétition, ils ont travaillé leur petite scène et ils jouent clairement de dos à moi. Et je leur dis bien, ici c'est le public, etc. Donc c'est tout à fait normal. C'est des gens qui déjà n'ont jamais fait de théâtre, n'ont jamais été sur une scène. On leur demande de faire quelque chose de tout à fait inédit. Tu vois, ces réflexes-là, même moi, ça m'a surprise de me dire, ah oui, ok. Alors, il faut que tu te retournes ici. Et puis, constamment, ils se retournent parce qu'en fait, ils sont un peu timides. Donc, ils vont quand même se remettre de dos ou le volume un peu bas. Et donc, après, trouver des techniques. C'est par exemple, imagine que tu es sous une cascade et que tu dois parler à la personne. On peut toujours trouver des petites astuces. Donc, la personne doit projeter la voix, etc. Je me rappelle de ce jour-là où je me suis dit, ouais, c'est pas inné. Non, c'est pas évident. Ça se travaille, ça se pratique. Et à force, ça s'intègre. Alors effectivement, on a parlé de technique théâtrale et je pense que pour l'improvisateur, des fois c'est un petit peu confus quand on parle de technique parce qu'en fait, quand on commence l'improvisation, et beaucoup d'improvisateurs commencent le théâtre par l'improvisation et du coup apprennent plein de choses techniques mais qui sont techniques d'impro. Je pense notamment à l'écoute, à l'acceptation, à des entrées-sorties, ce genre de choses. Il y en a d'autres. Et non pas forcément, malheureusement, les techniques plus théâtrales. Et je trouve que pour progresser en improvisation et pour donner des improvisateurs et des improvisations de qualité, je pense que c'est indispensable d'avoir de la technique théâtrale. Alors après, c'est comme dans tout, il y a des gens qui vont avoir des dons, des compétences qui sont plus naturelles que d'autres.
Par exemple, comme tu disais Laura, se tourner face à un public, face à une audience. Si on a des improvisateurs qui ont, par exemple, un métier dans lequel ils ont l'habitude de s'adresser à du public, ils vont avoir facile à s'adresser à une audience, à se mettre face à une audience plutôt que de dos. Des gens qui utilisent leur voix ou qui font du chant à côté, ou ils n'ont pas de mal à libérer leur voix. Et en fait, ou quelqu'un qui fait de la danse ou quoi que ce soit, ou du sport, peut-être que physiquement il va être plus à l'aise. Mais il faut vraiment, si on n'a pas forcément ces facilités-là, je dirais, être curieux et aller se frotter à la vraie technique théâtrale, qui parfois est un petit peu fastidieuse. Parce que c'est pas l'improvisation, on le travaille beaucoup par le fun, et des fois la technique théâtrale, ça demande de répéter des choses, d'aller un peu plus dans le détail, en profondeur de la technique, et sur le moment c'est pas forcément quelque chose qui est super méga fun, quoique ça peut l'être, ça dépend comment et avec qui c'est appris, mais une fois que c'est, comme tu disais Laura, intégré, et que c'est dans la mémoire musculaire du comédien, et bien en fait quand on voit ça en tant que public, c'est magnifique. Et je vais notamment parler de Laura, parce que Laura a une formation théâtrale qui est très très solide, et un des talents de Laura, pour moi c'est vraiment sa technique et sa présence scénique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où elle rentre sur scène, elle est déjà techniquement là, physiquement, vocalement, en termes d'adresse aussi à ses partenaires, et de conscience du public, et de mise en scène. Et en fait, rien que ça, c'est déjà intéressant à voir pour un spectateur. Du coup... Je vous promets que je ne l'ai pas obligé à dire tout ça. Merci David. Tu m'as fait ma journée. Non mais et là, Non, et mais je me rappelle et ça c'était il y a pas si longtemps que ça. Je crois que c'était sur un show ou une répétition qu'on avait fait, où Laura avait fait une entrée, et après on avait une mise en scène lumière qui fonctionnait aussi. Ça fait partie aussi de la technique, tout ce qui est mise en scène, lumière et son, et il faut l'intégrer aussi en tant que comédien. Mais Laura avait fait une entrée, et ça m'avait vraiment marqué, parce qu'elle avait vraiment pris le temps de rentrer, de prendre l'espace, d'avoir aussi la conscience que le public regarde aussi ce moment, et que le public fonctionne aussi par tableau, par image, et que les gens vont souvent se rappeler de tableaux plutôt que ce qui s'est dit. Ils vont peut-être se rappeler de quelques lignes, mais globalement ils vont se rappeler de tableaux visuels. Donc je pense qu'il faut aussi prendre conscience de ça, et techniquement, il faut savoir voilà, comment mon corps est en ce moment, dans quelle position, comment je suis par rapport à mes partenaires, comment je suis par rapport à la lumière, etc. Voilà, j'ai d'autres choses à dire, mais je vais laisser la parole et je reviendrai dessus plus tard. Ça m'amène à la prochaine question. Donc, vous êtes tous d'accord pour dire que la technique, c'est la base quand on est comédien, quand on commence ou quoi. Est-ce que c'est une aide, un soutien, ou est-ce que c'est une barrière ? Ça dépend vraiment de comment on gère. Moi, personnellement, je trouve que c'est un soutien, parce que ça me cadre, ça me met des bases, et dans ce cadre-là, je peux m'amuser. Et si je n'ai pas ce cadre-là, je suis paumée. Et du coup, j'ai moins de fun, parce que du coup, si je n'ai pas conscience effectivement de l'espace que je prends, de mes partenaires, de ma voix, comme disait Laura aussi, de la projection, etc. Laura, c'est ta journée aujourd'hui. Je vais dire à ma maman d'écouter. Je pense que si on n'a pas ce cadre-là, ces balises, encore une fois, je crois que c'est un mot que j'utilise assez souvent dans ce podcast, c'est des balises qui me permettent, à l'intérieur, tout est possible. Du coup, si vraiment j'ai ces balises-là, ces fondements plus théâtral, Enfin, encore une fois, il ne faut pas oublier, on fait de l'improvisation théâtrale, c'est du théâtre improvisé. Pour moi, si on met ça, après le fun il vient tout seul, quoi. Et ça, on le remarque, je pense, souvent dans nos étudiants débutants. Ils veulent tout de suite faire des trucs hyper fun, du lâcher prise, etc. Et je pense qu'on a un peu la même façon de voir chez Art Fabrique les choses, mais on arrive à remettre du cadre et à remettre un peu ces bases-là, et ils comprennent aussi qu'il faut en passer par là pour après amener du fun encore plus fun. Juste pour rebondir aussi sur ce qu'avait dit, sur ce que tu avais dit, David, là-dessus, sur le fait qu'il y a la technique théâtrale et la technique en impro. C'est vrai j'aime bien distinguer les deux. Moi, personnellement,
c'est une aide pour moi quand c'est du théâtre, et même pour rebondir sur l'exemple qu'a donné David par rapport à Laura, je suis complètement d'accord, c'est très très fort là-dessus, de voir quelqu'un qui a été formé au théâtre et de voir cette conscience, comme disait elle-même Laura sur sa muscle memory, c'est partie intégrante de ce qu'elle fait, donc ça devient très très organique et très juste, et donc c'est pas mécanique, puisqu'on on est vraiment dans un truc qui est totalement organique, mais on voit que c'est là parce que ça a été bien posé, bien appris, bien compris, etc. Et donc ça, c'est le genre de choses qui, moi, je pense, est une vraie aide. Et pour rebondir sur la question, donc pour moi, on répond toujours des deux manières. C'est bien évidemment, ça peut être un problème, et je pense que ça l'est souvent en impro quand c'est posé justement sous technique de règles. La problématique aussi de l'impro, c'est que c'est tellement dur à expliquer, c'est tellement dur à être pédagogue d'impro, que je pense qu'il y a plein de gens qui essayent, et c'est super compliqué, et je pense qu'il y a un vrai travail à faire, c'est une vraie passion, une vraie envie, parce que il n'y a rien d'absolu. Déjà, je dis souvent ça à David, c'est que quand on explique des trucs, et vous l'entendez quand David explique, moi j'adore ça, sa manière d'expliquer, c'est qu'il explique un truc et d'un coup il se contredit lui-même, et il a raison, parce que l'impro, il n'y a pas de bonne réponse, et tu vas dire un truc, tu vas ouais mais bon, des fois ça arrive, puis des fois ça arrive, c'est parce qu'en fait on ne peut pas s'arrêter sur un truc, et donc de poser des techniques en impro, c'est compliqué. Donc moi ça m'a souvent posé problème d'arriver dans des cours d'impro où on me disait qu'il faut faire les choses comme ça, il faut que tu rentres comme ça, t'as pas le droit de dire ça à cette personne, là c'est rude, tu vois là, oublie ton instinct, oh non, pense à ton instinct, donc c'est très compliqué, les techniques en impro. Je pense que la technique théâtrale est importante pour l'improvisateur théâtral, mais la philosophie d'impro est importante pour l'improvisateur, plus que les techniques d'impro. Voilà, j'espère que j'ai répondu rapidement, vas-y Laura, pardon. Oui, pour répondre à ta question, Alex, je pense qu'on peut distinguer deux choses qui sont d'une part le savoir-faire et le savoir-être. Le savoir-faire est important, mais effectivement, ça peut être aussi un piège dans le sens où s'il y a une parfaite technique, un rendu merveilleux, une position, un truc, etc., un volume de voix, etc., mais qu'on est complètement hermétique à tout sentiment, à toute émotion, le public, je pense que c'est complètement au contrôle. Je pense que ça se ressent. Et moi, en tant que public, personnellement, ça ne me donne pas envie d'aller à des émotions, vu que l'autre n'est pas généreux lui-même dans le don de soi. Et je pense que le savoir-être est important. Il n'y a rien de plus beau quand on a une scène avec des émotions, par exemple, qu'une voix qui tremble, qu'une respiration, un souffle coupé. Ce sont des choses qui sont... Alors, peut-être que ça peut être du savoir-faire, mais alors là, ça demande une énorme technique. C'est quand on voit cette chose qui échappe, qui est merveilleuse. Donc, je pense que ça peut être un piège d'être trop dans le savoir-faire, trop dans la maîtrise. Donc, effectivement, il faut pouvoir balancer entre les deux. Après, j'ai une de mes professeurs du cours Florent qui disait « Il n'y a rien de plus beau que de voir un acteur ou une actrice sur scène, non pas qui pleure, parce qu'elle disait pleurer c'est très facile, c'est une technique qui s'apprend. Il y en a qui savent pleurer en claquant des doigts. C'est pas mon cas, mais je suis toujours assez admirative de ces gens qui, tu leur dis pleure, ils pleurent. Mais elle disait, il n'y a rien de plus beau que de voir un acteur ou une actrice sur scène qui retient ses larmes. Et c'est resté dans ma tête, cette chose-là. C'est vrai que quand on sent se donner comme ça à l'émotion, maîtriser peut-être ces techniques finalement, et retenir, voir ce que ça fait, comment la voix change, ça tremble, etc. C'est beaucoup plus intéressant. Voilà, c'était juste pour dire ça. Oui, je voulais juste rajouter un petit truc par rapport à ce que disait Jeff et Laura. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir conscience de ces techniques et de ces cadres, mais en fait après... du coup, d'être vraiment dans le savoir-être et dans la connexion. Moi, je dis très souvent à des jeunes équipes, surtout de match, arrêtez de commencer vos scènes face public. Pourquoi on ne se regarde pas ? Pourquoi on ne va pas tourner le dos, finalement ? On a ce réflexe-là, effectivement, de ne pas tourner le dos aussi, au public, mais... fuck it, quoi. On peut aussi avoir une très belle connexion juste en étant de dos. Et encore une fois, je crois que c'est parce que ça m'a marqué cette scène avec Laura en coaching où moi j'étais dos à Laura et Laura était dans mon dos et la connexion a été incroyable. Et pourquoi on ne le ferait pas sur scène ? Pourquoi voilà, c'est aussi casser ces codes aussi de théâtre classique, etc. Et je trouve que l'impro peut aussi et les mises en scène, bon ça c'est un autre débat, mais
En impro, on peut se permettre aussi ça. Parce que si dans la tête, on a ces réflexes-là en sachant, ok, je suis de dos, mais du coup, je vais parler un tout petit peu plus fort, mais la connexion, elle est là. Et pour moi, c'est un mélange de ce que disait Laura, effectivement, d'avoir cet équilibre entre le savoir-faire et le savoir-être. David, tu voulais réagir? Ouais, donc sur la notion de technique, est-ce que c'est une barrière ou est-ce que c'est libérateur? C'est évidemment un peu les deux. Mais moi, j'ai un exemple qui me vient aussi en termes de barrière. La technique en tant que barrière, c'est un spectacle que j'ai vu d'improvisation avec un comédien qui est très doué, mais qui a, je vais dire un problème, même si c'est pas un joli mot, mais qui maîtrise pas sa voix. C'est-à-dire qu'il est parfois inintelligible. Parfois, tout simplement, on ne comprend pas. Et simplement, le fait de se dire que ce talent-là, si tu lui mets une petite... tu le saupoudres d'un peu de technique, ça explose tout. Et en fait, à ce moment-là, ça devient une barrière parce qu'effectivement, si on ne comprend pas ce que tu dis, sur scène, c'est quand même dommage. T'as beau avoir les meilleurs réparties, la meilleure phrase, la meilleure narration. Si on ne comprend pas, c'est juste... c'est comme si tu dis, tu regardes un film, sauf qu'il n'y a pas de... t'as pas d'image, t'as que le son. Tu dis, il manque un truc. Donc à ce niveau-là, c'est problématique et c'est vraiment une barrière, pour le coup, pour le spectateur. De la même manière, pour le corps, si les corps sont rigides et ne réagissent pas aux situations, c'est aussi un problème pour le public, je pense, pour être embarqué dans ce qui est en train de se passer. Donc ça, c'est sur la partie barrière. Après, la partie libérateur, je trouve que effectivement, plus on a de latitude, de flexibilité avec son corps de comédien, sa voix de comédien, enfin tout son outil, et plus effectivement c'est libérateur. Et si on peut se permettre d'aller justement aller dans des voix qui sont différentes, comme tu disais, des qualités de voix qui sont différentes, des attitudes physiques qui sont différentes, des rythmes de jeu aussi qui sont différents, et du coup tu élargis ta palette et c'est très libérateur. Sinon tu vas pouvoir jouer que 10% des situations, parce que les 90 autres pourcents des situations, ton corps, il n'est pas adaptable à ça. Il n'arrive pas à jouer moins vite, il n'arrive pas à jouer plus vite, il n'arrive pas à parler doucement, il n'arrive pas à parler plus fort. Et donc, du coup, ça va être très, très limitant. Donc, forcément, à contrario, dès que tu as ces possibilités-là, tu t'ouvres en fait tout simplement des portes sur des situations d'impro, a fortiori sur des rôles, par exemple au théâtre ou quoi que ce soit. Donc, ça, c'est pas valable que pour l'impro. Donc ça, et après, juste rebondir sur ce que disait Émilie sur la mise en scène face public. Je suis très très d'accord avec ça. Moi, je suis un fan de justement la liberté de mise en scène et sortir des clichés conventionnels, voilà, du théâtre, 3/4 face public, on est à 2 mètres l'un de l'autre, on est à peu près à 2 mètres du bord scène, et en fait on a l'impression de voir toujours les mêmes mises en scène. Et moi, quand je suis dans mes cours d'impro, je parle de mise en scène très très tard, ne serait-ce que d'au public. Au début, je leur en parle quasiment pas. Parce que pour moi, ce qui est le plus important, c'est justement la spontanéité. Comment le corps il a envie de se positionner. Travailler à partir de ça. Comment la voix elle a envie de se positionner par rapport à des situations. Plutôt que de dire, voilà, la convention du théâtre, c'est ça. Voilà, maintenant vous allez faire toutes vos improvisations comme ça. Surtout que si je peux rebondir rapidement sur ce que tu es en train de dire, David, là-dessus, parce que sinon après je vais le perdre et je vais pas y penser. Juste sur ce que tu es en train de dire, bah oui, justement, parce que si tu dis justement un débutant, en tout cas en impro, si tu te focalises là-dessus, on va perdre ce qu'on veut, c'est-à-dire le moment présent et la capacité à se lâcher et à créer et à être instinctif. Et oui, c'est vrai qu'il faut avoir des techniques théâtrales. Malheureusement, tu peux pas arriver à un débutant qui fait que de l'impro, qui a jamais fait de théâtre, et ce qui arrive très très souvent d'ailleurs. Souvent, ce gars-là qui va commencer l'impro et qui a pas envie de faire de théâtre. Malheureusement, toi en tant que prof, tu as envie de lui ingérer tout ça, mais tu peux pas, parce que si tu lui dis ça, il va se mettre ça en tête. Et puis il va plus s'amuser, il va plus être dedans, plus se lâcher. Donc juste voilà, pour valider ce que vient de dire David, parce que ça me parle énormément. Ça m'est arrivé souvent de faire l'erreur et de le comprendre après, de dire attention, Jeff, t'as envie de dire ça à ce gars-là, t'as envie de lui dire de pas se mettre dos public, t'as envie de lui dire de bien utiliser sa voix, mais là t'es en train de le saboter en faisant ça en fait. Ouais. Et juste pour finir sur cette partie-là, effectivement on parle pas de mise en scène impro aujourd'hui, mais j'avais fait un stage avec un super metteur en scène. Donc là c'était un stage de théâtre mais pas d'impro, mais il avait dit quelque chose qui m'était resté en tête, c'était que être face public,
Donc vraiment, voilà, les bras le long du corps, face publique à dire son texte. C'est comme si tu avais 100 possibilités, c'est une possibilité. Donc tu l'as utilisé une fois, c'est-à-dire que les 99 autres possibilités apportent de la variété. C'est comme dans la vie, tu n'es pas toujours de la même position. C'est quasiment un hasard, un accident de se retrouver dans cette position. Donc cette possibilité-là, cette chance-là, c'est comme la roulette, hein, le 22 noir, tu peux plus tomber dessus. Il y a d'autres possibilités maintenant. Comment tu vas être? Tu vas être assis, tu vas être debout, tu vas être fond de scène, tu vas être bord scène, tu vas être en coulisses, en off, tu vas être dans le public. Amuse-toi, quoi. Ouais, je voulais juste ajouter un petit truc, ça m'a fait penser, en fait, ce qu'on demande, je pense, à nos élèves, c'est d'avoir conscience de leur outil principal, qui est leur corps tout entier. Et c'est notre outil, que ça soit au théâtre ou en impro, et donc ça veut d'avoir conscience effectivement, de pas leur dire « Ah ben non, alors tourne pas ton dos ». Et en fait, je le vois c'est pour rebondir sur ce que disait Jeff, je le vois parfois, j'ai coaché des ados. Et c'est hyper intéressant de coacher des ados en impro. Et à un moment, il y avait un des jeunes qui était de dos. Et moi, je dis rien. Et c'est les autres qui ont repris. Ah ouais, mais t'es de dos et tout. Je fais, lui, s'il a conscience que ça apporte quelque chose d'être de dos et qu'il arrive à faire passer le message qu'il veut faire passer dans son impro, je leur dis, en quoi ça me dérange qu'il soit de dos. Et je pense qu'il y a ce qu'on demande à nos élèves, effectivement, c'est cette prise de conscience, de repérage corporellement où je suis par rapport à mon partenaire, où je suis par rapport à la scène, quelle est la plus-value techniquement, parce qu'on parle de la technique aujourd'hui, qu'apporte ce que moi je propose. Et c'est ce qu'on fait aussi en mise en scène. Hein. Le comédien est là pour proposer. C'est pas le metteur en scène. En tout cas, moi, c'est ma vision de la mise en scène. Quand je mets en scène, je vais pas dire ah ben non, alors tu te mets 3 quarts de dos et puis sur cette phrase, tu vas te déplacer et puis après, tu vas te replacer. C'est de proposer des choses. Et en impro, je pense que c'est la même chose. En fait, c'est vraiment d'avoir conscience de tout notre outil et qu'est-ce qu'on peut en faire et comment on peut le sublimer, en fait. Juste pour revenir sur ce que j'ai dit, parce que comme disait Jeff, je suis monsieur non absolu, donc dès que je dis un truc, je vais sûrement dire le contraire je rebondis sur moi-même. Et non, sur la partie corporelle, physique et mise en scène, je suis très fan de la variation et tout ça. Par contre, il y a un truc sur lequel je suis, on va dire, très attentif et moins intransigeant, le contraire c'est transigeant. C'est le volume sonore, et ça c'est quelque chose qui est très technique en fait et qui manque à beaucoup de monde, même des comédiens professionnels ou des comédiens qui ont l'habitude de faire plutôt du cinéma ou de l'audiovisuel et qui ont l'habitude d'avoir un micro à 3 cm de leur bouche. Parfois on se retrouve avec des spectacles où les volumes sonores sont soit inégaux, soit tous bas, et ça c'est très très problématique, et c'est quelque chose je remarque qui est compliqué à faire accepter à certains comédiens. En fait, je sais pas pourquoi. Je sais pas, et en même temps, je me dis que c'est aussi lié au fait que la voix, c'est quelque chose qui est tellement puissant, qui est tellement aussi lié aux émotions, lié à l'intime, qui est connecté avec ce qu'on a à l'intérieur du bide, que quand on se permet de mettre du volume sonore, souvent, ça libère aussi des émotions, de la sensibilité, et on n'est pas toujours tout le temps prêt à ouvrir ces vannes-là. Néanmoins, j'invite vraiment tous les improvisateurs à travailler aussi en groupe, et quand vous êtes en pré-spectacle ou en filage de votre spectacle, assurez-vous de valider qu'on vous entend bien des 4 coins du public, quoi. Donc ayez un des comédiens qui va jusqu'au bout du public et jouez vraiment vos scènes pour voir si on vous entend, et on va vous dire, et si on vous dit on vous entend pas, allez vraiment beaucoup plus fort. Des fois on peut répéter 3-4 fois plus fort, et le volume il est quasiment pas augmenté, et 3 secondes après, quand tu es plus sur scène, tu es en train de discuter, le volume il est quasiment plus fort, et tu dis non, c'est pas possible. Donc ça c'est vraiment quelque chose sur lequel il faut travailler, et pour moi par contre là ça pardonne pas. C'est pas une option d'avoir du volume moins fort, parce que si le volume il est moins fort, ou alors c'est du faux chuchoté théâtral, mais il faut qu'on ait un minimum de volume sonore sur scène. Oui, d'ailleurs juste pour préciser, quand tu dis qu'il faut libérer le son pour libérer l'acteur, le diaphragme, c'est ce qui va nous permettre de soutenir la voix, mais c'est aussi le centre des émotions. Donc de libérer ça peut permettre effectivement de libérer le reste. Oui, Laura, tu voulais enchaîner. Je ne savais même pas qu'on avait un diaphragme, tu vois. Tout à fait. Ah ben mince, on en apprend tous les jours.
Heureusement qu'Alex est là. Hein. Oui, je voulais juste rebondir. Je pense qu'il y a un piège en improvisation, c'est de se servir de ses failles comme béquille. Admettons, la position du corps sur scène n'est pas forcément tenue et c'est la personne qui est comme ça. La voix n'est pas portée ou l'articulation n'est pas travaillée et de ne pas avoir envie de travailler sa technique parce que c'est chiant et de se dire mais c'est de l'impro, on est là pour s'amuser, du coup je vais pas travailler ça et je m'amuse. C'est évident que quand on joue une scène, on joue. On n'est pas là pour faire de la technique. Après, c'est pour ça qu'on fait des échauffements, des choses. D'ailleurs, c'est pas pour faire chier, les choses répétitives. C'est aussi pour qu'on ait une technique. On travaille un musicien avant de jouer de son instrument. Il va nettoyer l'instrument. Il va s'entraîner avec. Il va faire ses gammes. C'est pareil pour un acteur. Et du coup je trouve dommage et je le constate de voir beaucoup des fois c'est ce qui fait que l'improvisation elle est dévalorisée, je trouve. Pour moi l'improvisation c'est un art merveilleux et ça va avec le théâtre, au niveau ça se travaille techniquement etc. Et de juste faire de l'impro sans vouloir travailler les choses qui ne pas pouvoir entendre la personne sur scène, c'est tellement dommage. On perd beaucoup si on n'arrive même pas à comprendre ce qu'elle dit, la personne. L'articulation est importante, en fait. Et c'est ce qui fait que, par exemple, dans le milieu théâtral dans lequel j'ai pu être au contact de certains comédiens qui sont très théâtreux, pour le coup, ils ont un espèce de dédain de l'improvisation. C'est autre chose. Moi, je pense que ça ne se dissocie pas tant que ça, en fait. Et que d'un côté comme de l'autre, on peut avoir des émotions dans tous les sens. Et c'est pour ça qu'on fait ces métiers, quoi. Donc voilà, et malheureusement c'est ce qui fait aussi qu'on voit des fois des impros qui sont techniquement c'est pas ça et c'est dommage parce que c'est un travail qui, je pense, il faut se mettre cette rigueur parce que ça permet de voir des très belles choses. Si on comprend pas ce qui est dit, si le corps est vraiment le même sur scène ou dans la vie et que c'est pas un choix mais que c'est parce que c'est comme ça et qu'en fait il y a aucune tenue du corps à moins que ce soit ton personnage, c'est dommage, je pense qu'on passe à côté de beaucoup de choses. Moi, je suis complètement d'accord. Et de nouveau, comme on disait tout à l'heure, par rapport à la variété qu'on peut proposer en tant qu'improvisateur, plus on a travaillé, plus on a été, on va dire, ouvert dans le travail et qu'on s'est autorisé à faire un peu ces gammes techniques, et ben plus on peut proposer de variété. Et c'est vrai qu'il y a certaines personnes, c'est marrant que je dise personnages, il y a certains improvisateurs qui ont une signature physique vocale qui est extrêmement forte et parfois et même souvent tu as des gens qui sont brillants, tu vois, ils sont vraiment brillants, ils rentrent et tu vois physiquement et vocalement c'est personne d'autre que eux-mêmes, tu vois, mais ils sont soit très drôles, soit très connectés où ça fonctionne, donc ça marche et c'est génial, tu vois, c'est génial à voir et on en reveut. Sauf que des fois, au bout d'un moment, tu dis ok, j'ai vu ça marche bien. Est-ce que je peux voir aussi autre chose, tu vois? Ça m'intéresserait de voir cet acteur talentueux dans un autre registre. En fait, je savourerais et encore plus quand il reviendra dans son gros point fort. J'aimerais bien aussi le voir un petit peu naviguer autour dans des zones où je le connais pas, où je l'attends pas. Et là, tu es encore plus surpris. Tu dis oh mon Dieu, il sait faire ça aussi. Ah c'est génial, il sait être sur ce registre-là. Ah, c'est génial, il sait utiliser sa voix comme ça. Ah, c'est génial, je pensais qu'il était bloqué. En fait, non, il a beaucoup de liberté. Ouais, je peux rebondir là-dessus. On parle pas mal de technique vocale, technique corporelle, et ça, c'est super important. Je pense que c'est vraiment ce qui va faire qu'on va être théâtralement, qu'on va vraiment pouvoir jouer, en tout cas sur notre scène. Moi, j'ai des exemples de gens, et j'en ai un en tête, là, un ami qu'on connaît tous, un excellent improvisateur qui s'appelle Séverin, moi je parle en termes de technique. Technique c'est tout, hein, c'est tout ce que tu sais faire. Et moi par exemple quand je vois ce gars-là jouer, c'est pas juste inné, c'est pas un talent, c'est quelqu'un qui a aussi travaillé cette technique de comédie. Pour moi c'est un des improvisateurs les plus drôles que j'ai jamais rencontrés. Et pour moi quand il joue et quand il crée des scènes, et en tout cas il est très basé sur le jeu, c'est que tu sens qu'il a regardé beaucoup de choses, qu'il a compris beaucoup de choses et qu'il a compris l'humour et la comédie. Et ça, c'est des vraies techniques. C'est-à-dire que c'est pas juste un mec qui s'amuse et qui faut absolument être drôle. C'est pas vrai. C'est qu'il y a une vraie compréhension. Il comprend quand tu arrives, quand tu vas rentrer, pour comment il va pouvoir utiliser ça à bon escient, comment il va t'aider à être drôle aussi. Il va dire, suis-moi, on va aller là, etc. Ça, c'est des vraies techniques. Il y a une technique d'écriture derrière.
Et il y a une vraie conscience. Et je pense que je reviens à un truc que justement, que tout à l'heure, Émilie a dit, et je l'ai noté, c'est prise de conscience. Et je pense que la technique, c'est une prise de conscience, en fait. C'est un jour où tu fais mais ça marche. Mais ce truc, ça marche. Mais ça marche quand je fais cette voix-là. Ça marche quand je mets des dodos et que j'ai conscience que je me mets dodo. Ça marche quand je joue les meurtriers de cette manière-là. Et quand je dis ça marche. Et je pense que c'est vraiment ça aussi. Et puis d'un coup, bam, tu l'as compris, tu le travailles, tu le bosses. Et puis là, on arrive à l'exemple qu'on a donné avec Laura, c'est ce truc de bim, ça arrive organiquement, muscle memory, bim, c'est un jeu de ballon. Donc voilà, tu as posé cette question il y a assez longtemps, donc je vais te repasser la balle, Alexia. Tu veux peut-être poser une autre question? Alors, je vais poser une autre question juste après l'intervention d'Émilie. Ouais, je voulais juste rappeler aussi qu'un improvisateur, c'est un comédien, un scénariste, mais aussi un metteur en scène. Et donc, on a besoin d'avoir ces 3 techniques. Et donc, c'est un peu pour regrouper tout ce qu'on a dit. Mais effectivement, ce que dit Jeff par rapport à Séverin, ça veut dire qu'il a compris l'écriture humoristique. Donc, c'est-à-dire que c'est un scénariste, que le comédien, on a compris que c'était l'outil. Et puis, on en parlait avec David de tout ce qui est mise en place, mise en scène, d'avoir conscience de ces techniques-là, en fait. Et moi, je sais que quand je coach, j'arrive toujours à un point où je vais parler de ça, quoi. Parce qu'en fait, ils ne se rendent pas compte que c'est eux les metteurs en scène aussi, que c'est eux les scénaristes. Donc, et c'est pour ça que Jeff parlait de bagage, mais c'est exactement ça. Pour moi, un improvisateur, il doit avoir une culture de malade, quoi. On doit tout voir, tout lire, même des trucs qu'on kiffe pas, pour comprendre, en fait, pour comprendre ça. Je trouve que c'est hyper important. Et ça m'amène justement à la question suivante, parce que je vous ai tous vus sur scène, en match ou en spectacle de quelque forme que ce soit. Et c'est assez bluffant, en fait, de voir justement toutes les techniques sur lesquelles vous vous reposez pour proposer ce que requiert le moment. Et donc, j'aimerais en savoir plus sur vos entraînements, sur vos trainings. Est-ce que vos trainings se focalisent en particulier sur l'aspect technique de ce que vous pourriez utiliser quand vous en aurez besoin? Comment ça se passe? Voilà, je voulais juste en savoir plus, je suis curieuse. Eh bien, je veux bien répondre directement. Je répondrai oui. Sur la question, est-ce que les trainings vont avoir de la technique dedans? Nous, on a à Valleycœur, par exemple, on fait des trainings qu'on appelle boîte à outs. Aujourd'hui, on fait une boîte à outs. Et c'est très intéressant parce que je pense que, voilà, on l'a dit tout à l'heure, il y a le bagage de l'improvisateur et on ne va pas passer 3 heures d'entraînement à reparler de la voix quand l'improvisateur aurait dû travailler ça. Il fait partie de la compagnie pour cette raison, etc. Donc maintenant, aujourd'hui, on va travailler ce qu'on doit avoir en commun, des points de repère. Et donc, on ne va pas du tout travailler de la même manière que ce qu'on va faire quand on va improviser live. C'est-à-dire qu'on va travailler de manière un peu pas forcément fun. Parce que je pense qu'il y a énormément d'amusement dans le moment présent et dans le spectacle qui est proposé aux gens. Mais il y a un vrai travail du comédien et de l'improvisateur qui n'est pas fun. Parce que honnêtement, travailler ces exercices-là, c'est pas fun. Parce que t'arrives pas à être dans le moment, tu dois taper les cues, t'as pas fait ça à ce moment-là, et puis t'as des débriefs à la fin, et il faut que t'acceptes que ce soit dur. Parce qu'en fait, au final, la bottom line pour toi, c'est qu'à la fin, ce soit bien, et que aussi à la fin, il y ait un vrai moment organique qui arrive, en tout cas à la fin, dans le spectacle en tout cas. La finalité, c'est ça. Donc ça veut dire que ton training, il est très peu improvisé, très bizarrement. Je trouve que le bon training d'impro, le training d'impro va pas être très improvisé. Il va être très mécanisé, très travaillé, très analysé. Et ensuite, tu auras des moments où tu vas jouer dans ton training d'impro, tu vas jouer vraiment dans le moment présent et tu vas laisser l'analyse à ton collègue improvisateur et tu fais ok, là ça c'est à toi et maintenant je vais pouvoir travailler. Et là, il va te le dire d'ailleurs, il va te dire lâche ton cerveau, fais ton truc et on en parlera plus tard. Mais ça va être un moment en tout cas comme on travaille dans la plupart des groupes dont je fais partie et ce qui m'a aussi aidé à proposer des spectacles de qualité. Pour répondre à ta question, Alex, quand je donne des cours, je vais toujours prendre dans tout ce qui est technique ce qu'on m'a appris. J'ai pas la prétention d'inventer des choses techniques. Je me sers des profs qui m'ont apporté quelque chose. Et c'est pas forcément que des profs de théâtre. Par exemple, je reprends beaucoup d'exercices de ma prof de chant, une prof avec qui j'ai travaillé, qui a fait une école à Londres de comédie musicale, qui m'a donné beaucoup de techniques pour le chant. Je m'en sers en début de cours, par exemple. Sinon, j'ai une prof accent coach qui m'aide avec tout ce qui est l'accent en anglais, etc. Peu importe, même si on travaille en français, je me sers des échauffements qu'elle me donne en début de cours pour ça. À chaque fois, voilà, pour ce qui est technique, en tout cas, je me base sur ce que j'ai vécu moi-même en tant qu'élève et qui a été utile. Et je pense d'ailleurs, pour ceux qui songent un jour à donner des cours,
Donc il y a des livres, on peut lire des exercices sur Internet, etc. Je crois qu'il n'y a rien de mieux que d'utiliser les exercices qu'on a soi-même vécus. On arrivera mieux à les expliquer et on l'aura vécu dans le corps. The muscle memory aussi, on aura vu ce qui a été peut-être plus évident, les contraintes, les difficultés, et ce sera peut-être plus facile du coup de l'expliquer à quelqu'un d'autre et l'aider dans l'exercice. Donc ce seraient mes conseils par rapport au cours. Alors, deux trucs différents. Donc effectivement, quand je donne nous on dit coaching en Belgique. Quand je donne des coachings, je vais vraiment me baser sur mes exercices plus de théâtre, des exercices de théâtre au début, vraiment en leur expliquant. Et puis voilà, au fur et à mesure, assez cadré, un peu comme Laura aussi, j'utilise ce que j'ai appris et ce qui me parle. Et c'est vrai que tous les exercices que je propose, je les ai expérimentés en tant qu'élève comédienne, quoi. Donc ça, c'est hyper important parce que le ressenti, ce qu'on ressent quand on prend un cours ou un exercice, bah forcément, on a envie de le retranscrire avec les autres. Cette année, moi, je fais pratiquement que du long forme en impro et moi je fais pas de training, je fais pas d'entraînement. Du coup cette année je ne fais plus de match, j'ai pas fait de match donc c'est un peu différent et je fais pas d'entraînement, je fais que des longues formes et en fait j'invite quelqu'un, un comédien improvisateur à jouer sur scène avec moi et on ne se voit pas avant. On ne s'entraîne pas avant et c'est un gros challenge. On se voit 1 heure avant et je lui mets le cadre. Je parlais de cadre tout à l'heure et je lui dis ok, il se passe ça, c'est comme un scénario, il se passe ça et on y va. Et du coup, je m'entraîne pas avec lui. Donc c'est quelqu'un avec qui j'ai des affinités forcément sur le plateau, où j'ai déjà joué d'autres spectacles, etc. Et je sais que ça va fonctionner. Mais du coup, cette année, j'ai expérimenté le non-entraînement. Ce que je ne conseille pas à tout le monde. Hein. Voilà. Mais à expérimenter, c'est très très différent et c'est très intéressant. C'est très jouissif, mais on va peut-être me censurer. Mais je vais essayer de pas faire ici, Émilie, pas ici. Alors moi, je fais beaucoup maintenant d'impro à propos aussi. Où j'intègre beaucoup le public, etc. Donc c'est un peu différent. Mais on s'entraîne. Je m'entraîne pas, quoi. J'avais envie d'expérimenter en sachant que tous les comédiens avec qui je travaille, ils ont intégré, comme on dit, cette technique. Donc, il n'y a pas besoin. Et je remets juste un cadre et on y va, quoi. Est-ce que je peux juste rajouter, parce que je sais que David va parler, mais juste une phrase. Parce que sur ce que dit Émilie, très intéressant, c'est une discussion que j'ai pas mal eue avec des Québécois, et à chaque fois, c'est toujours le même truc, c'est eux, ils s'entraînent très peu, et nous, on s'entraîne trop. J'aime bien cette idée et en fait je pense que si tu joues beaucoup, si tu passes ton temps à jouer, l'entraînement en impro il est là en fait, c'est-à-dire qu'il y a un travail. Si malheureusement tu n'as pas assez de plateforme de jeu, oui entraîne-toi etc. Et je pense vraiment que pour revenir à ce que j'ai dit tout à l'heure, vraiment l'entraînement pour moi il doit être différent que le jeu parce que tu dois cristalliser des choses pour laisser cette place organique au jeu, quoi, qui doit juste apparaître sur ce moment de jeu. En tout cas, s'il arrive à apparaître dans un moment d'entraînement, tant mieux pour toi, mais c'est plus compliqué. Et voilà, pour revenir à ce que j'ai dit, s'entraîner beaucoup, c'est aussi jouer beaucoup. Mais aussi parce que ça soit alors je suis pas du tout parole d'évangile, mais que ça soit au Québec, ils ont beaucoup, ils s'entraînent depuis qu'ils sont minots, quoi. Ils ont 6 ans, ils commencent, donc la technique ils l'ont déjà ancrée, c'est dans leur sang. Donc forcément il y a une espèce, on peut se permettre de plus s'entraîner comme ils faisaient avant. Moi je dis pas qu'il faut pas que je m'entraîne, hein. Au contraire, je pense que c'est intéressant aussi d'aller voir des trucs, mais du coup c'est aussi intéressant de pas s'entraîner. Dadou ? Ouais. Donc, tu posais la question de savoir comment s'organiser sur nos trainings justement pour bosser ça. Je vais rebondir un peu sur ce que dit Jeff. On va pas bosser beaucoup la technique théâtrale puisque ce sont des choses qu'on a soit bossé, soit on continue à bosser chacun de nos côtés avec des stages et tout ça, mais c'est vrai qu'on fait rarement un module sur la voix, placer sa voix ou bosser corporellement. On va dire qu'on va plutôt utiliser la technique théâtrale pour aller plus loin sur peut-être des techniques de jeu. Je sais qu'on a Léander à Valet de Cœur qui nous fait souvent bosser sur la musicalité, la rythmique.
C'est quelque chose qui n'est pas inné chez moi et plusieurs autres membres de Valet de Cœur. Et du coup, on a. Les gens avec lui, quoi. De ouf. Et du coup, Sans c'est viser quelque personne. chose qui est super intéressant. Et en fait, comme chaque nouvelle technique que tu apprends, c'est à la fois frustrant et libérateur. C'est-à-dire que quand tu commences et que tu te heurtes à la technique, c'est très frustrant. Tu as envie d'y arriver tout de suite. Tu es un garçon tu vois, tu as 4 ans et tu as envie que ça fonctionne tout de suite, quoi. Et une fois que tu commences à réussir des petits trucs, mais vraiment taper les mains en même temps, quoi, essayer juste ça à 10, quoi, et ben tu dis ah ouais, c'est super, ça donne un truc, alors que c'est débile, t'as tapé les mains en même temps et y a rien, tu vois, tu vas pas faire un spectacle de ça. Mais quand tu arrives à, justement avec la technique réussir quelque chose, c'est très libérateur, c'est très jouissif. Je n'ai pas peur d'utiliser ce mot. Donc ça, c'est sur la partie, sur la partie technique. Ensuite, sur la partie, parce qu'en fait, on a beaucoup parlé de technique théâtrale, mais comme on en avait parlé tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a la technique impro qui est quand même propre à l'impro. Et si tu es comédien de théâtre et que tu débarques dans une compagnie d'impro, tu vas dire qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, pourquoi ils font ça, tu vois. Et il y a des trucs qui sont spécifiques à notre métier de comédien improvisateur et qui doivent être travaillés, retravaillés, retravaillés pour que en spectacle, les gens te disent à la fin ah mais vous l'avez, ça c'est mise en scène, ça c'est préparé, ça c'est machin. Et là c'est ton petit moment où t'es content, tu dis non, tout est improvisé chérie. Mais en fait c'est improvisé. Et en fait, on ment un petit peu quand on dit ça, parce qu'en fait, on l'a beaucoup travaillé, notamment tout ce qu'on appelle editing, donc mise en scène, sortie, rentrée, tout ce qu'on parlait tout à l'heure de tableau, tu vois, plus on a travaillé ça, plus on a travaillé à être à un sur scène avec trois qui sont en chorus à côté, ça on l'a travaillé. Quand tu as une scène qui s'efface pour laisser place à une autre scène, c'est travaillé, il y a plusieurs manières de le faire. Et tout ça, comme tu disais Jeff, on passe par le faire, le refaire, le refaire, le refaire. Et si tu viens à un training d'impro avec la compagnie, bon, bah, il y a de fortes chances que tu te dises, ok, c'est pas le truc le plus ouf que j'ai vu de ma vie. Sauf que on fait nos gammes, on travaille sur nos bases. Et une fois qu'on est en spectacle, et ben, de nouveau, ça c'est normalement digéré, on l'oublie. Et du coup, on revient sur l'instinctif, sur le plaisir et sur la fluidité du jeu. Super, d'ailleurs ça m'amène à la prochaine question, c'est tout à fait ce dont je voulais parler. C'est trouvé que hier soir je suis tombée sur une vidéo live d'un groupe de musique des années 70. Bon, c'est un groupe qui s'appelle Focus et il joue un morceau qui s'appelle Hocus Pocus pour les curieux. Et c'est un morceau qui apparaît dans la bande originale de Baby Driver d'Edgar Wright. Je sais pas si vous l'avez vu, mais c'est un film qui est un peu barré parfois. Est-ce que le musicien avait la même moustache que David? Non, il n'avait pas de moustache. Mais en revanche, donc je regardais cette vidéo et je riais parce que les musiciens, et notamment le chanteur, avaient l'air complètement fou. Et pourtant, j'ai pas pu m'empêcher de faire le parallèle avec la discussion d'aujourd'hui parce que la folie qu'il donnait dans son interprétation et également dans le morceau ne pouvait pas être possible sans l'énorme technique qu'il avait acquérie derrière auparavant. Et je me suis demandé si c'était pas aussi le chemin vers ce dont on a parlé la semaine dernière, qui est le lâcher-prise total. C'est-à-dire qu'on est dans une confiance tellement énorme de ses capacités parce qu'on les a bossées, qu'elles sont, comme a dit Laura, muscle memory, que du coup, on peut se permettre de lâcher prise et y aller à fond. Oui. Oui, Mais tout à non. fait. Non, ouais. Mais non, mais il y a pas beaucoup de débats, enfin, entre guillemets, mais c'est encore une histoire de balise, hein, de mettre son cadre. Et puis, quand tu as un cadre fixe et répétable, j'adore cette expression, fixe et répétable, et ben tu peux avoir une folie à l'intérieur parce qu'elle est cadrée. Moi, je donne un exemple souvent avec mes élèves, c'est les arts martiaux. Ok, moi, je suis un très très grand pratiquant d'arts martiaux. J'ai fait 6 mois de boxe. En tout cas, j'ai écouté des podcasts. Et en fait, non. Mais comme en fait pour les arts martiaux c'est très vrai, mais pour d'autres disciplines, enfin toutes les disciplines, quand tu commences à apprendre quelque chose, tu commences à faire les choses très lentement. Ok, et tu peux pas enchaîner des enchaînements, des mouvements dans les arts martiaux ou dans n'importe quoi, dans la musique ou dans la danse ou que sais-je, si tu n'as pas découpé chaque mouvement. J'ai fait un tout petit peu de danse aussi,
j'étais très mauvais, mais c'est pas grave. Ça permettait de voir que, ah ouais, ok, chaque mouvement, chaque temps, bah, le corps, il a une certaine place. Et une fois seulement que tu sais tout ça, tu peux recompresser le tout et accélérer. Ok. Donc forcément, le côté déjanté, le côté ça va vite. Souvent, on a aussi ce retour-là. Oh là là, qu'est-ce que ça va vite. Quand tu regardes un spectacle d'improvisation, vous avez, il y a de la répartie, ça va vite, vous enchaînez d'un truc à un autre. Tu vois, il y a cette notion de vitesse. Mais le gros conseil que je pourrais donner, c'est vraiment de prendre le temps dans vos improvisations ou dans tout ce que vous apprenez, de le faire lentement au début. Et en fait, il y a un gros piège quand tu commences quelque chose un peu sur le tard. Alors on disait, bon bah voilà, tu as des improvisateurs qui commencent qui ont 6 ans, ok. Mais quand tu commences un peu sur le tard l'improvisation, ou même après que tu sois adolescent ou quoi, on est déjà dans un mode de fast-food. En fait, on a envie que ça aille vite, on a envie de comprendre vite, on a envie de faire des impros qui vont vite, qui sont efficaces, qui marchent, sans prendre le temps de décortiquer le process des improvisations. Et je pense que c'est super intéressant de faire des improvisations qui durent. Et je trouve qu'il y a un paradoxe dans l'improvisation, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de spectacles qui sont des spectacles de forme courte, ok. Et en fait, beaucoup d'improvisateurs, je parle en France un peu, je ne connais pas comment ça se passe dans les milieux anglophones ou Québec ou quoi, quel est le format de prédilection pour commencer. Mais en France, notamment, peut-être que c'est en train de changer, mais il y a encore 10 ans de ça, le format de prédilection et tes premiers spectacles que tu faisais, c'était du short form. Tu commençais, tu faisais des matchs avec des catégories d'improvisation et avec des temps d'improvisation qui sont parfois ridicules, genre 30 secondes, 1 minute. Fais quelque chose en 1 minute. Tu vois, c'est quelque chose et les gens se lancent et tu dis, mais et effectivement, c'est incroyable que les gens arrivent à faire des choses bien et il y a plein de choses bien qui se font, évidemment. Mais je trouve que c'est déjà, on commence par le plus dur. Alors que je pense qu'il serait plus facile de laisser, pas forcément en spectacle, mais au moins en atelier, de laisser les gens faire des improvisations qui durent longtemps, voire trop longtemps, voire jusqu'à l'ennui. Mais on ne se permet même pas de faire des improvisations qui soient vraiment ennuyeuses pour ensuite les resserrer et de dire, ok, voilà, là on a toute l'essence de l'improvisation, mais on peut ensuite traverser des ponts, tu vois, trouver des raccourcis pour faire en sorte que ça, on le comprenne plus rapidement. Et boum, tu resserres tout ton truc. Et là, tu as une improvisation qui est efficace et que tu peux faire en 1 ou 2 minutes. Mais si tu n'apprends jamais à faire long et lent, comment tu veux faire rapide ou virtuose comme le musicien que tu as vu hier. Merci David. Émilie ? Ouais, c'était une anecdote pour un peu illustrer ce que nous disait David. Je me souviens que quand je suis arrivée en Belgique, j'ai fait un long form, un plateau, on était plusieurs comédiens invités, où on mange à table. D'ailleurs, c'est un super concept si vous êtes à Bruxelles, parce que les comédiens, les personnages mangent à table, et c'est le pitch en fait de l'impro. Ça s'appelle À table. Et j'étais avec un comédien, mais assez débutant et tout, mais qui avait au moins 5 ans et tout. Il me dit, c'est la première fois que je fais une longue forme. J'ai hyper peur, etc. Je dis, mais en fait, tu vas voir, c'est encore plus facile que de faire du short form ou du match, en fait. Parce que tu es complètement libre. Il avait au moins 5 ans d'impro. David qui me reprend par chat. Je suis pas assez ses parents précise. l'ont laissé faire un long form, mais ça, c'est déjà... Il avait au moins 5 ans. 5-6 ans, tu vois, CP. C'est ça. Il avait au moins 5 ans d'impro, mais du coup, il n'avait jamais expérimenté la longue forme. Et du coup, ça le faisait vraiment flipper de faire une impro de plus d'1 heure. Et je lui dis, mais au contraire, en fait, tu vas voir que ça va passer hyper vite parce qu'on a ce cadre de 1 heure où tout est possible à l'intérieur, en fait. Et du coup, enfin, voilà, tu peux t'amuser dedans. Et c'est vrai qu'en sortant, il fait « Ouais, c'était génial ». Et tout le monde veut recommencer ce format-là parce qu'en fait, il y a une liberté encore plus forte que en match. Le match, je suis d'accord avec David, c'est hyper contraignant. Et moi, je trouve ça maintenant hyper frustrant. Pourtant, j'ai commencé l'impro par le match. Mais je trouve ça hyper frustrant de 30 secondes, quoi. 30 secondes, j'ai à peine le temps de rencontrer mon partenaire dans les yeux, finalement. En fait, il faudrait au moins 30 secondes pour faire cette connexion. Voilà. Surtout s'il a 5 ans, il est petit, tu le vois pas tout de suite. Bah ouais, moi déjà, je suis hyper grande. Du coup, je suis obligée de me mettre à genoux. Du coup, c'est compliqué. Check avec son père, qu'est-ce que tu peux raconter. Enfin, ouais. Pour terminer, est-ce que David a déjà commencé à donner quelques conseils ?
Les autres, est-ce que vous auriez des conseils à donner aux apprenants, aux pratiquants pour améliorer leur technique? Si j'avais un conseil à donner, ce serait oublie tout. Oublie tout. Tout ce qu'on a dit là. Mais à partir du moment où tu es sur scène, tu joues, c'est le temps de la représentation ou le temps de l'improvisation, oublie tout. Tout ça. Voilà. On oublie tout ce qu'on vient de dire et tout ça, a priori, ce sera à l'intérieur. Donc voilà, oubliez toute la technique. Moi, j'ai envie de dire, soyez curieux. Regardez des choses, allez au théâtre aussi, mais surtout voir de l'impro. Il y a plein de choses qui se font. Lisez pas forcément des manuels. Je pense qu'effectivement, le manuel, il est le manuel d'impro. Pas manuel mon voisin, mais le manuel d'impro. Du coup, je savais qu'on allait me reprendre, donc je préfère me faire ma propre vanne. Je peux pas toute seule, ok? Arrêtez. D'ailleurs, j'ai une vanne sur le fait d'arrêter. Voilà, c'est ça. Je pense que le manuel d'improvisation, il est pour quand on a plus de bagages et qu'on a plus de recul et plus d'expérience, etc. Mais je dirais, oui, lisez des pièces de théâtre, mais allez, voyez des films, intéressez-vous et regardez comment ça se passe en fait techniquement, comment le comédien il gère aussi. On apprend quand même beaucoup. Je vais prendre la parole, comme ça Jeff pourra donner son conseil à utiliser en dernier. Me gagne pas ma vanne. Ouais, donc tout ce qu'on a dit là, je trouve que c'est intéressant. Et puis même pour nous, en fait, plus on le dit, je me dis, effectivement, ça c'est des choses sur lesquelles on peut revenir, donc c'est cool, merci les copains. Moi, je dirais aussi quelque chose dont on n'a pas parlé, en fait, qui est un petit peu en dessous, en fait. On l'identifie pas comme, ça c'est une technique à travailler. Mais en improvisation, plus que dans autre chose, il y a vraiment la connexion avec les autres qui est primordiale. Et je trouve que plus on répète avec sa troupe, les groupes de gens avec qui on travaille, plus on arrive en fait à voir comment ils jouent, à anticiper, à connaître leur style, à connaître leur mood, à savoir dans quoi ils vont, dans quel univers ils vont, dans quel type de personnage ils vont, dans quel type même d'histoire ils vont. Et ça, en fait, ça demande que du temps passé avec vos partenaires de jeu, que ce soit sur scène et que ce soit aussi en dehors de scène. Moi, je me rappelle un spectacle que j'avais fait avec mon ancienne troupe de Lyon, l'équipe BIS, et j'étais revenu pour un spectacle, et puis on avait eu une discussion juste avant de jouer. Et je me rappelle que pendant le spectacle, ils m'ont ressorti un truc de la discussion qu'on avait eue. Et c'était une discussion assez intime. Mais ils me l'avaient dit, personne en dehors de nous savait de quoi on parlait. Mais quand ils me l'ont dit, ça m'a envoyé une décharge émotionnelle méga forte. Et c'était un cadeau en fait qui me faisait, tu vois, parce que du coup après j'avais plus qu'à utiliser cette matière là pour la mettre au service de ce que c'était en train de se passer, ce qui était en train de se passer. Et ça c'est des choses qu'effectivement on va développer en passant du temps avec les gens avec qui on joue. Bon, après effectivement ça n'empêche pas d'avoir des invités qu'on connaît pas, et là du coup on se sert de tous les possibles, l'univers des possibles qu'on a déjà rencontrés pour se dire tiens, j'ai l'impression que ce type de jeu j'ai un peu déjà vu, et puis laissons place aussi à la surprise et au je ne sais pas quoi. Je sais pas ce qui est en train de se passer, c'est cool aussi, on va jouer avec ça. Oui, nous sommes arrivés à la rubrique de fin, la rubrique de la dernière technique, bien évidemment utiliser la technique numéro 1, numéro 2, numéro 3, et si jamais il vous reste du temps, toujours à la fin utiliser celle que je vais vous donner maintenant, qui est la mienne. Donc moi, perso, qu'est-ce que je vous dirais en donnant aussi une anecdote. Un tournant pour moi en impro, ça a été il y a 4 ans. J'ai fait le pire match de ma life. C'était un traumatisme. Et tu sais quoi ? À la fin de ce match, je me suis touché, j'étais toujours vivant. Et à ce moment-là, je me suis dit, tiens, c'est incroyable, j'existe toujours, tout va bien, le monde est toujours là, j'arrive à respirer, parler aux gens autour de moi, et là l'erreur est devenue ma meilleure technique en fait, et à ce moment-là j'ai essayé de provoquer l'erreur encore plus que ça, et c'est devenu comme une seconde nature, et du coup un lâcher prise, etc. Donc ma technique aujourd'hui c'est d'essayer de me tromper. D'aller dans un endroit où je ne m'autorisais pas à aller, d'affronter la peur, et bizarrement ça paraît comme une philosophie, parce que là tu vois c'est ça aussi l'amalgame qui peut être donné, c'est c'est pas clair ce que tu es en train de dire, oui d'accord merci c'est gentil, tu m'as donné une citation, autocassage c'est bien, oui ça va m'aider. En plus en fin de podcast tu pars avec ça en fin de podcast, t'es pas plus avancé quoi.
Voilà, c'est ça. Bravo, merci, belle phrase. Non, c'est pas ça, c'est pas vrai en fait. C'est une muscle memory, de se tromper. Et du coup, de voir, et c'est surtout ce qui arrive à la fin, vraiment, hein, je vais emphaser sur le fait que c'est pas se tromper, parce qu'on est d'accord qu'au final, on veut bien faire les choses. Je veux pas dire le contraire. Ce que je suis en train de dire par là, c'est que derrière, quand tu te gourres, il y a rien de mal. En fait, t'as appris quelque chose. Donc, ce qui se passe, c'est que t'engranges, et là, tu grandis, quoi. Mais rappelez-vous, utilisez cette technique en dernier. Écoute, Jeff, Voilà. tu es l'art de la transition parce que figurez-vous que la semaine prochaine, nous allons parler de l'erreur en impro. Donc nous pourrons ainsi développer, nous pourrons tout à fait développer ce que tu viens d'amorcer. En tout cas, merci à vous 4. C'était la compagnie Art Fabrique. C'était très chouette de discuter avec vous de nouveau. Donc on se retrouve rapidement pour notre prochain numéro. Et petit message à nos auditeurs, si vous avez des questions à nous poser, n'hésitez pas à les mettre sur Facebook ou nous envoyer un message. C'est avec plaisir que nous y répondrons. À la prochaine. Bye. Bisous. Bye. Merci.